De retour sur le plateau d'On a du nouveau, merci d'être avec nous sur Nouveau 19. Je suis toujours avec Constance, la spécialiste tendance, Cécilie, notre aide conso, et Claude, notre passionné d'actualité dans le journal d'Asco. Aujourd'hui, il sera question de la disparition des cachous et d'ADN pour faire ressusciter une vache. Absolument, et plus tristement, il sera question d'usines qui souffrent parce que c'est notre vie. Mais avant notre discussion du jour autour de cette question, succession, pourquoi toujours la guerre? Un vaste sujet. Et pour cela, j'accueille Laurence Piot, directrice du service People de Paris Match et auteure de Dans les derniers jours du samouraï, Sandrine Guez, avocate spécialisée dans les droits de succession, et Marc Traverson, thérapeute. Bonsoir et bienvenue à tous les trois. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la guerre dans la famille Delon. L'un des enfants de l'acteur, Alain Fabien, attaque son frère et sa sœur pour faire annuler le second testament de son père. Laurence Piot, vous êtes la directrice du service People de Paris Match et auteure du livre Dans les derniers jours du samouraï. Vous avez enquêté sur cette dynastie Delon. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Alain Fabien entame cette procédure judiciaire ? Alors, c'est toute la question. C'est-à-dire qu'Alain Fabien a surpris un peu tout le monde en entreprenant cette démarche, parce qu'on arrive à un moment, un an après la mort d'Alain Delon et après à peu près 3 ans de bataille judiciaire, qui ont démarré avant la mort d'Alain Delon. On arrivait à un point où la succession était en passe d'être réglée, où 20 millions avaient été déjà donnés au fisc, les droits de succession payés, donc les enfants étaient sur le point de récupérer leur part d'héritage. Et Alain Delon, tout à coup, jette ce pavé dans la mare et attaque... Alain Fabien, pardon. Et Alain Fabien, du coup, jette ce pavé dans la mare et attaque ce qu'on appelle le second testament, qui est un testament qui a été paraphé par Alain Delon en 2022, et un acte qui date de 2023, qui est une donation à l'égard, en faveur d'Anouchka Delon. Sa sœur. Sa sœur. Donc il conteste les conditions dans lesquelles ce testament de 2022 a été fait, en arguant du fait que Alain Delon n'avait plus le discernement nécessaire. Il produit un certain nombre de rapports médicaux assez costauds quand même, qui vont dans ce sens. Et puis il conteste cette donation de 2023 qui fait d'Anouchka Delon, qui lui donne 100% d'Adid, qui est la société d'Alain Delon qui gère la marque, l'image d'Alain Delon. Ce qui veut dire qu'en fait, Anthony Delon, c'est moins aujourd'hui une histoire d'argent, puisque les histoires d'argent ont été quand même réglées, qu'une histoire de droit moral, en fait. Ce qui lui est très dur à vivre, et ce qui est le cas également pour Anthony Delon, c'est le fait que, dans une telle configuration, ils n'ont pas le droit de donner leur avis. Ils ne peuvent plus être les gardiens de mémoire. Ils ne peuvent pas donner leur avis s'il va y avoir une exposition à Alain Delon, une rue Alain Delon, un square Alain Delon. Et le droit moral vient au centre de leur bataille. Ça a d'ailleurs aussi été le cas dans la succession Hallyday. C'est un élément qui prend aux tripes. Sandrine Guez, on comprend bien que donc Alain Fabien attaque à la fois Anouchka, sa sœur, et Anthony. Il est obligé d'attaquer les deux, même si, a priori, Anthony se rangerait de son point de vue. Alors, il n'a pas le choix parce que s'il ne mettait pas dans la procédure l'intégralité des ayants droit, la procédure serait nulle. Elle serait irrégulière. Vous êtes obligé, lorsque vous intentez une action en justice, de mettre dans la cause tous les héritiers, même si vous ne formulez pas de demande à l'égard de l'un d'entre eux, à l'encontre de l'un d'entre eux. Laurence, on a l'impression d'assister au déchirement d'une famille en public. On lave son linge sale en public. C'était pas du tout ce que souhaitait Alain Delon, j'imagine. Alain Delon a toujours dit qu'il voulait pas d'une succession à la Hallyday. Le paradoxe, c'est qu'il a eu bien pire. C'est-à-dire que Hallyday, ça a commencé après la mort de Johnny Hallyday. Alain Delon, ça a commencé plus d'1 an avant sa mort. Donc il a vu sa descendance se déchirer, alors qu'il avait prévenu les uns et les autres, non pas dans le testament de 2022, mais dans le testament de 2015, qu'il y avait 50% qui revenaient à Anouchka, donc amplement privilégié, et 25% à chacun de ses fils. C'était acté, c'était exprimé à l'égard de ces 3 enfants. C'était comme ça et pas autrement. Et effectivement, ce deuxième testament, qui emporte le droit moral, a été découvert par les 2 fils après la mort d'Alain Delon, en septembre, 1 mois à peu près après la mort d'Alain Delon. Mais oui, il a assisté au déchirement de ses enfants quasiment devant son lit médicalisé à Douchy pendant la dernière année qui a été extrêmement difficile. Sandrine Guez, alors moi je suis assez naïve là-dessus. Je pensais que si un parent décède, les enfants héritent à part égale et d'une manière assez égalitaire. Est-ce que c'est le cas ou pas dans le droit ? Alors,
le parent ou l'un des parents, ou les parents peuvent privilégier l'un des ayants droit, mais sans dépasser ce qu'on appelle la quotité disponible. Là, ils sont 3, donc c'est un quart. Et là, le testament de 2015, qui donne 50% à Anouchka, 25-25, il n'excède pas la quotité disponible, donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Donc vous pouvez parfaitement privilégier un ayant droit, une personne, un héritier, mais effectivement sans que la quotité disponible soit atteinte. Et puis je rappellerai quand même à nos téléspectateurs qu'il y a effectivement une réserve héréditaire. Donc oui, cette réserve héréditaire est maintenue. C'est quoi la réserve héréditaire ? La réserve héréditaire, c'est-à-dire que chaque héritier ayant droit voilà, doit avoir effectivement sa part, mais vous pouvez... Mais je peux décider de privilégier l'un de mes 2 enfants ou mes 3 enfants. J'en préfère un, je lui donne plus d'argent. Vous pouvez parfaitement le faire sans que ça excède ce qu'on appelle la quotité disponible. Alors après, c'est des calculs. Ça veut juste dire que sur mes enfants, je ne peux pas ne rien donner à l'un d'entre eux. Absolument pas, vous ne pouvez pas. Marc Traverson, vous êtes thérapeute. On voit, c'est la dynastie Delon. Est-ce que le fait d'être exposé comme ça, médiatiquement, ça va exacerber la guerre au sein de ce clan ? Disons que le fait de mettre des projecteurs, comme vous le disiez, de laver son linge sale sous les projecteurs de la France entière, avec l'intérêt des médias et des journalistes et de nous tous, c'est sûr que ça rajoute une espèce d'hystérisation possible sur un phénomène comme ça. Donc oui, bien sûr, je pense que c'est un poids supplémentaire de l'héritage que Delon donne à ses enfants. C'est la force de son image qu'ils doivent endosser, qui peut-être aussi est un sujet d'avidité ou d'intérêt pour les uns ou pour les autres. Donc c'est aussi ça qu'on se partage, c'est pas que de l'argent, c'est le droit moral, vous le disiez, donc c'est la gloire de Delon. Vous imaginez le cadeau, je crois pas que ça en soit un. Quand on se déchire comme ça au sein d'une famille, est-ce qu'on peut se réconcilier après coup ? Ou ça vous semble très compliqué quand on a vécu ce genre de choses ? J'ai plutôt l'impression qu'on est au début d'un conflit et donc de quelque chose qui va durer, donc de liens qui vont perdurer à l'intérieur peut-être d'un combat juridique ou de choses comme ça. Après, moi j'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce qui va se passer dans leur famille. Sandrine Guez, vous êtes avocate, vous avez déjà vu des familles se retrouver après coup ou en général c'est vraiment le clash qui fait que ça crée un fossé à tout jamais? Alors, il peut arriver qu'il y ait, d'ailleurs je crois que c'était la volonté, je crois avoir lu que c'était la volonté d'Anthony Delon qu'il y ait une médiation et qu'effectivement il y ait une fin plus heureuse que prévu, plus rapide que prévu, parce que les procédures judiciaires sont longues. Mais en général, vous savez, le droit des successions, c'est du droit de la famille. Donc en général, quand il y a des tensions, qu'elles sont si fortes, il est très rare qu'ensuite il y ait effectivement un rapprochement entre les membres de cette famille qui se sont déchirés. Ou alors, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience des uns ou des autres en se disant « bon ben voilà, je vais faire table rase, on arrive à trouver un consensus et puis on essaye de passer à autre chose parce qu'on est des membres d'une même famille ». Mais pour faire du droit de succession tous les jours et traiter ce type de dossier de manière très très récurrente, voire permanente, non, je vous dis, c'est très rare. Parce que là, on a pris la famille Delon parce que c'est médiatique, mais finalement, c'est un problème que vous retrouvez dans toutes les familles. C'est un problème que je retrouve dans toutes les familles, dans tous les dossiers. Les gens, malheureusement, le droit de la succession, c'est un moment à passer difficile. Et c'est surtout un moment de conflit extrême avec des tensions et des guerres entre les membres de la fratrie, mais aussi avec les parents, quand il y a certains parents qui sont encore vivants, puisque l'un des deux parents peut être encore vivant. Enfin, on est vraiment au cœur de guerre terrible. Marc, c'est pas l'expression aussi, quand on se met dans la guerre comme ça, d'être touché parce qu'on se sent lésé par son parent et que ça s'exprime aussi comme ça? Ce qui se passe, c'est qu'au décès... On ne peut plus lui en vouloir, il n'est plus là. Exactement. Donc au décès d'un parent, il y a quelque chose qui est une sorte de solde de tout compte à faire.
pour chacun des enfants. Et donc, il y a des choses qui remontent dans la fratrie, qui viennent parfois, on en discutait avant, qui viennent parfois de l'enfance. C'est-à-dire le sentiment d'avoir... un préféré ? Qu'il y en ait un qui a été privilégié à tel ou tel moment, et ça peut remonter très loin. Et donc on se rend compte que oui, au final, quelqu'un qui veut à ce moment-là que justice soit faite ou qui se sent redevable. Par exemple, on peut aider un parent âgé dans sa fin de vie, et puis il y a un frère ou une sœur qui ne s'en occupe jamais. On a l'impression de se sacrifier une partie de sa vie, d'y mettre énormément d'énergie, et puis on trouve un petit peu bizarre à la fin, ou en tout cas on n'est pas très content que l'autre ait autant que nous, par exemple, ou plus dans une succession. Donc il y a des choses comme ça qui se jouent au moment de l'héritage, et c'est pour ça qu'on voit parfois, pas toujours, il y a des fois où ça se passe très bien et où au contraire, des familles peuvent se réconcilier autour d'un lit de mort, de quelqu'un, mais parfois ça peut créer des déchirements et des espèces de dettes qui arrivent, qui viennent de très loin et qui tout d'un coup sont mises sur la table autour d'histoires d'argent. En tout cas, conflits familiaux et argent, ça fait vendre en pop culture. Exactement. Alors l'héritage, c'est un motif récurrent en culture classique. Citons le Père Goriot de Balzac, où c'est l'argent et la gratitude des filles qui vont détruire le vieux père. Mais l'héritage se décline surtout en série. On peut citer Succession, cette géniale série américaine où les enfants Roy se déchirent pour hériter de l'empire médiatique du père, entre coups bas et humiliation. Dans Downton Abbey, le domaine familial échappe au Phil Crawley, je le dis avec l'accent britannique, et très bien. À cause de la loi de la primogéniture, l'héritage revient à un cousin éloigné et tout bascule. Le dernier et troisième film de la série, tiré de la série, sort en salle mercredi prochain. The future of Downton Abbey is now in Mary's hands. Dernier exemple, dans Yellowstone, c'est le ranch des Dutton qui cristallise les tensions avec une famille prête à tout pour le protéger. Et si l'héritage en image nous captive, c'est aussi parce que c'est jubilatoire, disons-le. Comme disait ma mère, les problèmes d'héritage, ça concerne surtout ceux qui en ont un. Alors nous, on est tranquille. Mais évidemment, c'est à nuancer, on le sait. Alors oui, voir des familles richissimes s'effondrer sous le poids de leur fortune et de leur propre décadence, c'est un vrai plaisir coupable. Et donc j'avais une question pour vous, Marc Traverson. Comment vous expliquez que suivre ces affaires d'héritage de grandes formules dans la presse à scandale ou dans la presse en général, ça marche autant sur le public ? Je crois que vous l'avez dit, c'est qu'on aime bien les puissants ou les gens qui ont beaucoup d'aura. Ils sont un peu les miroirs de nos propres familles, parce qu'en fait, ces choses-là se passent dans toutes les familles. Et donc, de les voir exposés à l'extérieur, c'est un sujet de curiosité. C'est le côté voyeur peut-être, et puis en même temps, c'est le côté fait divers, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on se représente les choses, on aime bien voir les choses à l'extérieur, puis peut-être que ça nous apprend aussi sur ce qui se passe dans les familles, même les plus riches et même celles qui semblent les plus privilégiées. Et on se dit parfois qu'on les envie pas tant que ça. Laurence, est-ce que vous remarquez quand vous avez ce genre d'affaires-là que vous vendez plus de Paris Match ? Est-ce que c'est une vraie passion française ? Je pense que, la presse en plus d'une façon générale, je pense que c'est des sentiments qui sont exacerbés. Ce qu'on a écrit dans le livre, c'est que Delon aura eu d'une certaine façon la vie de personne, mais la fin de tout le monde. En fait, ça reste, aussi monstre sacré qu'il soit, ça reste quelqu'un qui est dans un lit médicalisé, qui voit une famille se déchirer. Je pense qu'on touche vraiment à l'irrationnel. Il y a des choses qui remontent vraiment de l'enfance, des tripes. Et dans l'affaire Delon, il a fait une différence absolue et affichée et assumée entre sa fille et ses deux garçons qui n'ont pas eu d'argent à partir de leurs 18 ans, parce qu'il voulait... Il est issu d'une génération où un homme, c'est un homme à partir de 18 ans, que ça fait vivre sa famille, que ça se débrouille, que ça n'a pas besoin d'argent. Il a très très mal traité ses fils, ils se sont ouverts, ils ont écrit des livres à ce sujet. Donc, aussi assumé, aussi affiché, aussi dit que ça a été pendant toutes ces années, Delon parti effectivement sans un patriarche pour arbitrer, taper du poing sur la table, tout ça est remonté et quelque part, oui, ça fait écho à ce que... les uns et les autres, on a pu percevoir comme des injustices à l'enfance et dans la petite enfance. Tout remonte chez la famille Delon ou la famille Hallyday ou la famille Belmondo, comme chez tout un chacun.
Claude, pour toi, ça fait écho à Shakespeare. Absolument, Shakespeare, et à ce que disait Laurence Pio, parce qu'il y a une phrase de Shakespeare qui m'est revenue quand je me demandais, avant ce débat, en quoi Delon était responsable du sordide après lui. Voilà, le sordide dont nous parlons, vous avez répondu, oui, certainement, il l'est dans ce qu'il a donné, pas donné, pris à ses enfants. Alors, la phrase de Shakespeare, c'est dans la pièce Jules César. Le mal que font les hommes vit après eux, le bien est souvent enterré avec leurs os, qu'il en soit ainsi de César. Eh bien, nous y sommes. Alors voilà, moi j'aimerais ne plus vivre au présent, ne même plus vous écouter, mes amis, pardon, et ne rester qu'avec le passé, le bien qu'a pu me faire Delon, l'acteur. Sinon, cette phrase de Shakespeare, eh bien, elle est prononcée par Marc-Antoine devant le cadavre de César, qui, on le sait, a été assassiné par des conjurés qui voulaient sauver la République. Et ce discours a été joué par un acteur aussi beau qu'Alain Delon, hein, vous avez deviné? Non, Marlon Brando. C'était dans un film de Mankiewicz en 1953. Cette année-là, Delon se cherchait une raison de vivre. Il n'allait pas tarder à devenir soldat en Indochine. Il se trouve que Delon, on le comparait à James Dean, mais lui, il admirait Brando. Et j'ai lu dans une bonne biographie de Delon, signée Philippe Durand, vous la connaissez, que Brando, en 1991, eh bien, il était venu voir Delon chez lui à Neuilly. Il lui avait demandé de l'aide. Voilà pourquoi son fils Christian avait tué le fiancé Dag Drolet, de sa fille Cheyenne. Et la justice française voulait interroger Cheyenne, parce que ça se passait à Tahiti. Et Marlon Brando demandait à Delon de l'aider à soustraire sa fille à la justice. Alors Delon avait proposé à Brando d'emmener Cheyenne en Suisse. Ça ne s'est pas fait, mais ça avait de la gueule. Sinon, Cheyenne, elle s'est pendue en 1995, elle avait 25 ans. Christian, le fils de Marlon Brando, il est mort à 49 ans en 2008. Et puis Harry Boulogne, tiens, parlons-en, c'est le fils que Delon n'a jamais voulu reconnaître et qui avait eu sa part de blessures. Il est mort à 60 ans en 2023, allez, à peu près un an avant ce père qui n'a jamais voulu lui parler vraiment. Eh bien, le mal que nous faisons, pour répondre à Shakespeare, tue aussi de notre vivant. J'ai une question pour vous, Laurence Pio. Bien évidemment, Delon, dans ce qu'il a fait, n'a pas donné, était responsable, mais en quoi Delon reproduisait avec ses gosses ce que lui, petit môme abandonné, trimballé, avait subi? Est-ce qu'on reproduit toujours? En l'occurrence, chez Delon, oui, il l'a reproduit avec ses fils. C'est-à-dire qu'une... Il a une enfance atroce, Delon, hein. Oui, il en a un peu rajouté quand Largué, même, mais oublié. il a eu, effectivement, sa mère n'avait pas d'argent, donc elle l'a confié à une famille d'accueil pendant 3-4 ans, mais elle l'adorait. Mais quand elle a eu la possibilité de... Quand elle a reconnu, elle, Harry Boulogne, comme son petit-fils, parce que tout de suite, elle l'a reconnu. Delon ne l'a jamais reconnu, mais elle a dit, oui, c'est l'enfant de mon fils. Elle voulait réparer. Elle l'a adopté. Et elle l'a fait grandir à Bourg-la-Reine, elle l'a fait dormir dans la chambre d'Alain Delon, enfant. Il a été son petit-fils et elle a été sa figure maternelle avec la sœur de Delon. Et ça a causé d'ailleurs une fracture. Il n'a pas parlé à sa mère pendant 18 ans, je crois, Alain Delon, à cause de cette histoire. Mais oui, il a reproduit. Mais par rapport à ce que vous disiez, moi je crois, et on a travaillé avec François Vignal aussi sur la succession à l'idée, et quoi que ces méga stars-là, ces monstres sacrés soient entourés d'hommes de loi, d'avocats, testaments, etc., qui prévoient les choses, derrière eux, c'est un tremblement de terre, c'est le déluge, c'est après moi le déluge. C'est-à-dire que jusqu'au bout, ils se croient immortels, en fait. Ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. Donc, même quand tout va pas bien, et après, moi, quand je serai partie, qu'ils se débrouillent. Et Alain Delon a dit un truc très vrai. La question lui a été posée, je crois, par Cyril Viguier. Il lui dit, quand avez-vous été heureux dans votre vie? Il réfléchit 2 secondes, il dit, j'étais heureux quand j'étais au cinéma. Il n'était pas fait pour la vie, il n'était pas fait pour être père probablement, mais il était fait pour être un monstre sacré, et après moi le déluge. Une dernière question sur ce sujet, Sandrine Guez. On parle d'héritage d'argent, on sait qu'aussi on hérite des dettes. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour bien préparer son héritage, pour bien préparer sa succession? Alors, pour bien préparer sa succession, il faut aller voir un avocat compétent qui va vous donner de bons conseils et être assisté d'un bon notaire pour pouvoir les mettre en œuvre. Alors après, ça dépend si c'est un profit. Il faut le faire à quel moment? Alors, ça dépend parce que si vous parlez, vous avez 2 aspects dans la succession. Vous avez le après-moi et vous avez le pendant que j'existe. Est-ce qu'il faut que je prenne déjà des mesures pour protéger mes enfants et leur éviter le plus, enfin en tout cas le mieux possible, d'avoir à payer trop de droits de succession. Donc ça dépend. Si c'est pendant de votre vivant, l'objectif c'est d'essayer de faire en sorte de transmettre de votre vivant pour éviter qu'il y ait trop de droits de succession, c'est une première chose. Alors, il y a du démembrement, il y a etc. Du propriété, du fruit, enfin bref. Et puis si c'est pour prévoir
après mon départ, alors effectivement, il faut prévoir, se faire bien accompagner et prévoir, dans le cadre d'un testament authentique de préférence, parce que c'est quand même plus incontestable, de privilégier tel ou tel enfant ou de faire en sorte qu'effectivement on essaye d'éviter à tout le moins tout ce qu'on peut, dans tout ce qu'on peut, les guerres. Merci beaucoup Sandrine Guez. Claude, c'est ton tour de l'horizon de l'info, c'est le journal d'Asco. Et tu nous emmènes dans les Ardennes où des ouvriers ont obtenu justice. Absolument. Des ouvriers qu'on appelle les Tréfi, du nom de leur ancien employeur, Tréfi Métaux, qui les avait chassés de son usine de Fromelen en 2022, où ils fabriquaient avant des tubes de cuir. Alors ils sont allés en justice, ces salariés, ils ont gagné l'an dernier devant les prud'hommes à Charleville-Mézières, l'entreprise a fait appel, et les ex-salariés ont gagné à nouveau